Bien, merci pour l'invitation. Merci à l'équipe du MAPAR. Effectivement, une présentation axée sur le diagnostic et le traitement d'une pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Donc, c'est quand même un gros programme. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de balayer les messages principaux à la lumière des éléments récents de la littérature. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je n'ai pas mis de diapo dédié. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet, le diagnostic. Je ne vais pas reprendre tous les items et toutes les informations qui sont préconisées dans les différentes recommandations, mais on va essayer de discuter un petit peu de façon différente comment bien identifier les patients à risque. Et avant cela, on va juste rappeler que la PAVM, c'est une maladie fréquente, ça on le sait tous, et je voulais juste rappeler qu'il faut essayer de s'habituer à parler en densité d'incidence, et notamment à l'échelle d'unité de réanimation, d'un hôpital, ou d'une région même, c'est comme ça qu'il faut décrire la fréquence de cette maladie en densité d'incidence, donc en nombre d'épisodes de PAVM rapportés par 1000 jours de ventilation mécanique, et ça permet d'avoir une idée claire et de se comparer avec les données nationales et internationales. Vous voyez qu'en France, la densité d'incidence est de l'ordre de 15 à 20 épisodes pour 1000 jours de ventilation mécanique. Alors il y a eu une augmentation très significative de ces densités d'incidence au cours des années Covid, ça a été bien décrit dans la littérature, ce n'est pas le sujet de cette présentation, mais ayez en tête cet ordre d'idées pour que vous puissiez ensuite éventuellement vous comparer avec les autres unités de réanimation. Alors, quand on parle de diagnostic, on essaie d'identifier des patients qui sont à risque sur une série très conséquente sud-coréenne. Il y avait ce travail qui avait essayé de clarifier un petit peu les facteurs de risque de patients de survenue de pneumonie associée aux soins et donc de pneumonie associée à la ventilation mécanique avec une individualisation des critères qui sont liés aux conditions d'hospitalisation, aux critères cliniques et aussi, plus intéressant, aux critères de prise en charge. Et j'aime bien ce travail parce qu'il met en évidence deux critères importants. Donc l'âge, qui est un critère très très fortement associé au risque de survenue, mais un critère plus intéressant qui est la qualité des soins et finalement le ratio paramédical. Et vous voyez que quand le ratio paramédical est défavorable, et finalement la qualité des soins s'en ressent et les complications infectieuses s'en ressentent aussi. Donc il y a une augmentation des complications infectieuses quand les conditions d'encadrement paramédical ne sont pas atteintes. Alors en France, heureusement, ces ratios sont normés, mais il peut arriver qu'on soit dans des conditions dégradées. Donc il faut avoir en tête que ça a des conséquences. Ça a été montré par ailleurs sur un travail encore plus récent, sur une grande cohorte, cette fois-ci à l'échelle mondiale, et qui montrait que lorsque les ratios paramédicaux, mais aussi lorsque les ratios médicaux étaient rendus défavorables, il y avait un surrisque de survenue de pneumonie associée à la ventilation mécanique. Donc il faut être très vigilant à cela. Alors, si on change un petit peu de sujet, donc on a vu qu'il y a des facteurs de risque, il y a aussi des façons de prédire, et donc on ne peut plus parler maintenant de médecine finalement sans parler un peu d'intelligence artificielle, et donc les modèles de prédiction sont en train d'être mis en place. Un travail récent qui est une méta-analyse sur les différents modèles de prédiction sur la thématique des pneumonies associées à la ventilation mécanique avait montré qu'un certain nombre de variables pouvaient être mises en évidence au lit du patient, en ce qui concerne les caractéristiques du patient lui-même, les conditions cliniques auxquelles les patients sont soumis, et puis les soins qui lui sont prodigués. Vous voyez que quand ces variables étaient rentrées dans des modèles de prédiction, il y avait des performances diagnostiques qui étaient très satisfaisantes et probablement meilleures même que les performances diagnostiques des vrais tests diagnostiques qui aboutissent au diagnostic de pneumonie associée à la ventilation mécanique. Un travail encore plus récent montre que sur cette fois-ci une approche de deep learning, donc c'est encore un peu plus compliqué que du machine learning, des variables très très simples en fait, à la fois non spécifiques mais aussi spécifiques, mais qu'on peut recueillir au lit du patient sans difficulté, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène, quelques variables comme ça, rentrées dans ce modèle permettaient de façon rétrospective, c'est sur une cohorte que ces variables ont été testées, de prédire avec une bonne précision le diagnostic de PAVM quand ces variables étaient altérées, avec un poids d'ailleurs différent des variables. Je ne détaille pas, mais sachez qu'il y a toute cette dynamique de prédiction à l'aide d'outils d'intelligence artificielle qui pourraient peut-être nous aider à bien identifier les patients, voire à même faire le diagnostic de façon plus précoce qu'auparavant. Alors si on rentre vraiment dans la thématique du diagnostic et de la certitude qu'on a éventuellement vis-à-vis de la suspicion clinique, on est
toujours pas sûr de savoir si notre patient a une pneumonie. Donc ça fait des années que cette question est posée. Et donc il y avait cet éditorial, enfin cette revue qui avait été faite par Michael Klompas en 2017 qui se posait cette question, est-ce que mon patient a vraiment une pneumonie associée à la ventilation mécanique? Et je crois qu'on se pose tous les jours cette question quand on est face à des critères diagnostiques évocateurs. Alors pourquoi? Parce que les recommandations françaises, européennes, américaines, qui datent maintenant de presque 10 ans, ont élaboré un certain nombre de critères cliniques, biologiques, microbiologiques, avec des faisceaux d'arguments qui, mis les uns à côté des autres, permettent d'avoir une suspicion forte de diagnostic, faire un prélèvement pulmonaire, on va y revenir, et puis ensuite, éventuellement déclencher la mise en route d'un traitement. Le problème de ces recommandations, c'est qu'elles s'appuient sur des niveaux de preuve qui sont relativement faibles, et ça a été montré sur un travail un petit peu récent qui a essayé de disséquer les recommandations sur la PAVM et qui montraient que finalement, celles qui concernent les diagnostics s'appuyaient sur des niveaux de preuve qui étaient véritablement trop faibles pour qu'on puisse être vraiment certain de leur faire complètement confiance. Alors pourquoi? En fait, pas pourquoi, mais c'est aussi illustré d'une autre façon. Un travail récent qui s'est amusé, je dirais, à regarder l'ensemble des essais cliniques et les critères diagnostiques de PAVM retenus dans ces essais cliniques au cours des dernières années. Et vous voyez l'ensemble des procédures cliniques qui sont décrites par ce schéma. Ce sont plus de 20 procédures avec donc des associations diverses et variées de critères radiologiques, cliniques, avec 1, 2, 3 critères. Un bon tiers des cas, quand même, des études qui portent sur la PAVM montrent une association de critères diagnostiques. On est dans le diagnostic, donc une anomalie radiologique avec des anomalies qui concernent la température, l'existence de sécrétions trachéales purulentes et une anomalie au niveau de la leucocytose. Vous voyez, cette grande hétérogénéité montre bien qu'on est encore un petit peu dans le flou pour avoir une conduite très claire face à une suspicion. Alors pourquoi? Mais ce sont des données que vous connaissez, c'est que les différents items qui conduisent au diagnostic, ce sont ceux-là, la fièvre, les sécrétions, les anomalies radiologiques, et puis ensuite les techniques de prélèvement pulmonaire et leur performance diagnostique. Et vous voyez, tous ces items manquent cruellement à la fois de sensibilité, mais surtout de spécificité, et notamment en ce qui concerne des critères simples, comme les sécrétions trachéales anormalement soit abondantes ou purulentes, et puis des anomalies radiologiques qui ne sont absolument pas spécifiques de diagnostic d'infection pulmonaire, avec donc un risque important de faux positifs et donc derrière un risque de traitement pas forcément dû. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est d'essayer de hiérarchiser les critères qui permettent d'arriver au diagnostic. Donc ça, c'est un travail qui avait été fait il y a quelques années auprès d'un collectif d'experts européens à qui avait été demandé finalement de classer les critères cliniques, radiologiques ou autres pour aboutir au diagnostic de pneumonie. Vous voyez, chaque critère était assorti d'un score. Et le critère qui semble être le plus important, en tout cas le plus pertinent finalement, c'est l'altération de l'hématose. Et donc c'est peut-être le critère sur lequel il faut se concentrer lorsqu'on est face à une suspicion clinique. Et puis derrière, des critères donc beaucoup moins spécifiques, l'hypotension, le problème hémodynamique, la fièvre, l'hypothermie, et puis en dernier, les sécrétions purulentes qui ne sont pas bien sûr spécifiques de pneumonie associée à ventilation mécanique, qui peut être tout simplement le reflet d'une bronchite. Et puis ensuite, un certain nombre de critères beaucoup moins spécifiques. Donc peut-être avoir en tête une certaine forme de hiérarchisation pour élaborer des procédures diagnostiques en fonction de la typologie des patients qu'on prend en charge. Ce sont des éléments qu'on a retrouvés sur une enquête qu'on a diffusée et qui est en cours là, de soumission, où on a demandé à un ensemble de praticiens à travers le monde quels étaient finalement les critères qui leur évoquaient le plus le diagnostic de pneumonie au point d'instaurer une antibiothérapie rapidement. Et vous voyez, là aussi, c'est l'altération des échanges gazeux qui survient en premier. Donc probablement que cette anomalie doit être prise en considération très précocement. Juste un mot sur, on a parlé au tout début des épisodes de PAVM. Il n'y a pas que le premier épisode qui compte, les patients peuvent en faire plusieurs. Un travail récent qui montre d'ailleurs que ces épisodes peuvent être maintenant appelés avec qui répondent à des définitions microbiologiques qui font l'objet d'un consensus. Est-ce qu'un patient qui fait plusieurs épisodes est toujours soumis aux mêmes procédures diagnostiques? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Finalement, sur ce travail qui a été fait par l'intermédiaire d'une méthode Delphi, auprès pareil d'un
d'un collectif d'experts européens montrait que finalement les critères cliniques et même radiologiques n'étaient pas différents en fonction du premier ou des épisodes qui allaient venir par la suite. Et notamment la radiologie, on en a dit un mot tout à l'heure, ne semble pas faire l'objet d'un consensus pour asseoir le diagnostic. Alors l'autre façon ensuite d'essayer d'aboutir à des performances diagnostiques meilleures, c'est les bundles. Les bundles, on connaît cela pour notamment le champ de la prévention des PAVM, mais pas que. Les bundles, c'est l'association de mesures mises les unes avec les autres et qui permettent d'améliorer les soins. Donc on sait que ça marche pour la prévention, mais ce n'est pas l'objet du topo. Il y a des travaux qui montrent que des bundles diagnostiques peuvent être mis en place. Et dans ce travail, avec une étude donc avant-après, un bundle diagnostique avait été mis en place qui concernait vraiment l'identification des patients à risque, comme je l'ai dit au début, la vérification très nette des critères cliniques, et puis ensuite des méthodes de diagnostic, notamment microbiologiques, qui étaient complètement standardisées au moyen d'un lavage broncho-alvéolaire notamment, bien, permettaient de montrer dans ce travail qu'il y avait d'une part une réduction de la consommation d'antibiotiques, mais aussi une réduction du taux de prélèvement pulmonaire positif, et tout ça sans retentissement négatif, en tout cas, sur le devenir des patients en termes de mortalité, de durée de ventilation mécanique, etc. Donc peut-être que fabriquer localement un bundle diagnostic peut être une bonne option dans nos unités de réanimation. Alors ensuite, un mot sur la façon d'aboutir au diagnostic microbiologique. On n'a pas le temps de détailler, de faire de la controverse sur savoir quelle est la meilleure méthode. Il y a quand même 7 études très récentes qui ont été publiées cette année, études anglaises multicentriques, qui comparaient donc, la méthode classique d'identification avec examen direct, mise en culture, identification, antibiogramme et rendu de CMI éventuellement, versus donc, approche par des techniques rapides type PCR. Et ce travail montre que, vraisemblablement, avoir le recours aux techniques rapides était associé à une amélioration de ce qu'on appelle le stewardship, donc la gestion globale des antibiotiques qui sont donnés de façon plus adéquate, plus précocement et utilisant moins d'antibiotiques à large spectre. Et donc ça, c'est intéressant en termes de gestion de l'antibiothérapie, des anti-infectieux, notamment en réanimation, notamment compte tenu des problèmes de résistance qu'on peut rencontrer. Néanmoins, dans cette étude, pas de différence sur le devenir des patients avec une mortalité qui était similaire dans les deux groupes. Donc c'est juste un mot pour dire que le débat n'est pas complètement tranché. Évidemment, il y a encore beaucoup d'études sur le sujet et beaucoup de questions pour savoir quelle est la place précise des techniques rapides, mais cette étude commence à en apporter une à peu près claire. Alors maintenant, on va parler du traitement assez rapidement. Initiation, nature, durée. Finalement, ce sont les 3 modalités sur lesquelles on va pouvoir un peu réfléchir. Le traitement, en fait, il se réfléchit par rapport à la documentation, parce qu'on traite ce qu'on trouve, en fait. On traite une suspicion et puis on traite surtout une documentation. Ça, ce sont les chiffres du réseau de surveillance des infections liées aux soins en France. Je n'ai pas les dernières années, mais globalement, c'est à peu près toujours la même chose. Donc la documentation des PAVM en France, c'est celle-ci, c'est plus de 50% d'entérobactéries. Ensuite, c'est un peu plus de 20% de Pseudomonas aeruginosa. Et enfin, c'est 20% à peu près de staphylocoque doré, notamment staphylocoque doré méties. Ce sont vraiment les 3 grands groupes de bactéries qui sont à prendre en considération dans le traitement. Ce sont des données très globales. Évidemment, ces données-là changent en fonction de la typologie des patients immunodéprimés, patients cérébrolésés, etc. Mais il faut avoir en tête ces notions-là pour guider ensuite de façon un peu globale l'antibiothérapie quand on y réfléchit. Alors, la question qu'on se pose quand on est face à une suspicion, c'est est-ce qu'on traite tout de suite ou est-ce qu'on traite après une certaine forme de documentation ? Chacune des stratégies a ses avantages, a aussi ses inconvénients. Traiter sur documentation, c'est bien parce que ça permet de faire de l'épargne anti-infectieuse et puis ça permet d'avoir un coût écologique peut-être un petit peu moindre. Traiter de façon probabiliste a aussi un bénéfice. C'est-à-dire voilà.
Donc, traiter de façon probabiliste, c'est pas de retard dans la prise en charge thérapeutique. Donc ça, ce sont les bénéfices. Et puis les risques, il y en a aussi, évidemment. Traiter sur documentation, ça veut dire aussi impliquer qu'il y a un retard thérapeutique. Est-ce que c'est grave? Ça, on va en dire un mot tout à l'heure. Est-ce que c'est un impact pronostic? On va en dire un mot aussi tout à l'heure. Et le risque de traiter de façon probabiliste, c'est aussi de traiter de façon indue des patients qui peut-être n'ont pas véritablement de pneumonie, avec un risque d'antibiothérapie inappropriée et peut-être aussi des effets secondaires. La question ne se pose pas en cas de choc septique ou de SDRA. Je ne reviens pas, évidemment, il faut traiter tout de suite. Je ne détaille pas non plus les modalités précises de traitement, les molécules utilisées, parce que tout cela dépend, je pense, beaucoup des unités et des types de patients que l'on prend en charge. Et faire une lecture simple des recommandations, à mon sens, n'est pas l'objet de la présentation. Alors, traiter de façon adéquate tout de suite, est-ce que c'est mieux? Ce n'est pas si évident. C'est un travail récent sur la cohorte Outcome Rea qui montrait que finalement, lorsqu'il y avait une antibiothérapie qui avait été instituée de façon adéquate sur des PAVM, enfin de pneumonie nosocomiale, 70% de PAVM dans ce travail, donc si une antibiothérapie était donnée de façon adéquate sur ce type de PAVM documenté à bacille à gram négatif, eh bien le devenir des patients était semblable par rapport à ceux qui avaient été traités, non pas avec une antibiothérapie adaptée, mais secondairement adaptée. Donc on n'est pas complètement certain que l'antibiothérapie adaptée d'emblée soit associée à un bon pronostic, mais on a envie de dire intuitivement que c'est quand même mieux. Excusez-moi, ça saute un petit peu. Alors, les fenêtres d'antibiothérapie, juste un mot, quand on a la suspicion clinique, eh bien, entre le moment où on fait le prélèvement et le moment où on a la documentation, il se passe du temps. Et si on décide d'attendre d'avoir de la documentation complète, on a le temps de se poser la question, à travers différentes fenêtres temporelles, de savoir quand traiter le patient et avec quel type de molécules, avec 3 fenêtres de traitement empirique qui sont décrites dans ce travail. L'une qui est entre le moment du prélèvement et le recueil de l'examen direct, l'autre entre le recueil de l'examen direct et l'identification, et enfin entre l'identification et le rendu des antibiogrammes. Et à chaque fois, il est licite de se poser la question si on doit traiter avec quel type de molécule. Dans ce travail, l'étude japonaise de Yoshimura de quelques années qui avait montré que on pouvait probablement attendre au moins le rendu de l'examen direct avant d'instaurer une antibiothérapie un peu plus ciblée que celle qui était proposée dans les recommandations américaines, qui est toujours d'ailleurs dans les recommandations américaines, à savoir une antibiothérapie à très large spectre pour toute suspicion, qui associe une bêta-lactamine anti-pseudomonas aeruginosa et une molécule anti-SARM. Ce ne sont pas les pratiques en France, mais quand on testait cette pratique avec une attitude un peu plus, on va dire, raisonnée sur une antibiothérapie guidée par le rendu de l'examen direct, eh bien, il y avait une non-infériorité qui était retrouvée et des bonnes performances d'ailleurs de la coloration de grammes qui avait été mise en évidence sur ce travail. Ce même type de résultat a été trouvé dans des populations différentes, et notamment sur les populations de patients traumatisés, avec des traitements instaurés immédiatement versus des traitements instaurés de façon un petit peu retardée, et qui, enfin en tout cas, guidés sur à la fois des rendus d'examen direct et de documentation, et qui montraient qu'il n'y avait pas de différence en termes de devenir des patients, et une différence évidemment sur l'instauration du traitement. Donc on a parlé de l'initiation. Encore une fois, je ne reparle pas des recommandations. Je voulais juste vous montrer qu'il y a des revues, des personnes qui réfléchissent un petit peu en dehors des recommandations et qui essaient de proposer des algorithmes. On n'a pas le temps de le détailler, mais des algorithmes qui tiennent compte à la fois du type de patients, de leur comorbidité, mais aussi du type de bactéries qui sont retrouvées et qui commencent à mettre dans les algorithmes de prise en charge d'antibiothérapie à la fois empiriques, mais aussi ciblées, eh bien, des molécules qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la recommandation, à savoir les nouvelles molécules qui ne sont pas si nouvelles, mais les associations nouvelles donc, de céphalosporine et d'inhibiteurs, ou même de carbapénem et d'inhibiteurs. Et donc ça, c'est à prendre en considération dans nos réflexions et nos prises en charge pour des attitudes thérapeutiques précoces et adaptées. Juste un petit travail que je vous montre qu'on avait fait dans le service et qui prouve aussi l'importance, je pense, de connaître son écologie. On avait regardé le profil de résistance des isolats bactériens trouvés donc dans les poumons des patients qui étaient pris en charge dans le service où je travaille en fonction du temps. Et vous voyez, le profil de résistance évolue
en fonction du temps. Ce n'est pas une réelle surprise, mais c'est bien de le savoir et de le documenter et d'avoir finalement des taux de résistance attendus, ce qui permet de guider localement les antibiothérapies et de rédiger des protocoles adaptés. Un mot sur la durée de traitement, l'étude REGARD-VAP, donc publiée l'année dernière, donc étude multicentrique dans l'Asie du Sud-Est, qui montrait qu'une durée de traitement raccourcie par rapport à une durée de traitement, on va dire, standard. Le groupe standard était traité au moins 8 jours, donc ça pose question, mais une durée de traitement raccourcie pour les épisodes de PAVM n'était pas associée à un mauvais pronostic. Donc le groupe contrôle, les patients étaient traités de l'ordre de 6 jours avec des intervalle de 5 à 7 jours, me semble-t-il. Donc, quand même une réduction possible par rapport à ce qui est fait de façon plus conventionnelle. On devra avoir le même type, j'espère, de résultats avec l'étude ASPIC qui est en cours et qui se base sur donc, la possibilité de arrêter les traitements qu'on a instaurés dans le cadre d'une PAVM si des signes de guérison clinique surviennent à partir du 3e jour, et des signes de guérison clinique très simples dont on a parlé au tout début, à savoir les sécrétions purulentes, l'oxygénation, la température et l'absence de défaillance hémodynamique. Et donc on espère effectivement avoir aussi la possibilité de réduire les durées de traitement. Un mot sur les traitements adjuvants, mais ça va être discuté dans la présentation d'après. Il y a pas que les antibiotiques, il y a d'autres molécules qui peuvent potentiellement avoir un impact sur le devenir et sur la guérison. La dexaméthasone, il y a un essai en cours sur le sujet, la voie de l'interféron gamma qui est explorée. L'individualisation des profils inflammatoires des patients peut être aussi une piste à explorer. Ce n'est pas le sujet, mais effectivement, il faut se poser la question peut-être de savoir s'il n'y a pas d'autres éléments que les antibiotiques, comme les phages par exemple, c'est ma dernière diapo, qui montre que sur un travail récent, c'est un modèle murin de PAVM, l'utilisation de phages, on le savait, mais peut-être pas de façon aussi significative, et notamment pour les pneumonies à Pseudomonas aeruginosa, l'utilisation de phages combinée aux antibiotiques était associée dans ce travail à une franche réduction des anomalies cliniques liées à la pneumonie. Voilà, j'en ai fini, donc juste en mot de synthèse. Un diagnostic clinique, avant la suspicion, bien identifier les patients. Il y a des facteurs prédisposants liés à l'environnement de prise en charge, notamment. Les outils d'intelligence artificielle, je pense qu'il faut prendre en considération le fait que ça va venir dans nos poches ou au lit du patient, et c'est quelque chose qui est peut-être novateur à explorer, continuer d'explorer en tout cas. Diagnostic microbiologique, les méthodes rapides, elles sont de plus en plus implémentées, discutées, étudiées. Je ne pense pas qu'on puisse les généraliser, d'une part, il y a un problème de disponibilité, et puis ensuite, c'est probablement pas adapté pour tous les patients, on pourra en discuter. Et puis, traitement, je pense que le plus important, et ça pour le coup, c'est dans les recommandations, connaître son écologie locale pour produire des protocoles d'antibiothérapie à la fois probabilistes, mais aussi définitifs, qui tiennent compte de l'écologie plus que l'écologie globalement retrouvée en France ou dans le monde. Savoir patienter, on n'est pas obligé de traiter tout de suite. Le fait de traiter tout de suite n'est pas forcément associé à du bon pronostic. Et puis savoir personnaliser notamment la durée de traitement. Voilà, je vous remercie.